Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 24 mars. Voici les titres. La taxe pour la transition énergétique sera réaffectée à 90% au syndicat mixte de transport urbain pour assurer la pérennité du service public. Le projet de loi de pays déposé par Sonia Backès a été voté à l'unanimité ce matin par les élus du Congrès. Les détails dans quelques instants. La résidence de jeunes travailleurs située en centre-ville devra fermer ses portes à la fin du mois. Une décision qui inquiète les derniers résidents qui devront désormais se trouver un nouveau toit. Dominique Lacroix, la directrice adjointe de l'association Protection Enfance et Jeunesse en difficulté, gestionnaire de l'établissement, sera notre invitée. L'eau se fait rare, cela vaut partout sur Terre, mais c'est criant sur les îles Loyauté où la ressource en eau potable est limitée. Une petite particularité pour Lifou qui possède sous son île 2 lentilles d'eau douce, du captage au robinet. Nous verrons comment les services en charge du secteur sont organisés. On ouvre ce journal avec le point sanitaire où 3 nouveaux décès sont à déplorer aujourd'hui. 2 personnes sont en réanimation, 22 patients sont hospitalisés en unité Covid et il y a 48 nouveaux cas ont été détectés au cours de ces dernières 24 heures. Le taux d'incidence, lui, continue toutefois de diminuer. Il est de 136 pour 100 000 habitants. Je vous le disais en titre, les débats ont été animés aujourd'hui dans l'hémicycle du boulevard Vauban. Les élus du Congrès examinaient ce matin le projet de loi de pays déposé par Sonia Backès. La présidente de la province Sud propose de réaffecter la taxe pour la transition énergétique servant à financer le renouvellement de la centrale de Donyambo au SMTU, le syndicat mixte de transport urbain. Le récit d'Audrey Pouedy. Près de 2 milliards, c'est le besoin en financement du SMTU pour l'exercice 2022. Le transport public de l'agglomération risquait d'être interrompu au 31 mars. C'est pourquoi la présidente de la province Sud a présenté un projet de loi. Ce dernier prévoit de réaffecter la taxe pour la transition énergétique, initialement prévue pour financer le projet de renouvellement de la centrale de Donyambo au SMTU. Une proposition loin de faire l'unanimité en début de séance. Charles Wachetine, membre du groupe Uni, a dénoncé la méthode utilisée et parlé d'une prise d'otage. Les indépendantistes ont donc déposé un amendement, mais après 1 heure de suspension de séance, les négociations ont abouti à un accord voté à l'unanimité. La taxe pour la transition énergétique sera réaffectée au SMTU à 90% et 10% pour le SMTI chargé du transport interurbain. Oui, c'est une bonne chose qu'on puisse avoir voté aujourd'hui cette réaffectation de taxes vers le SMTU. C'est la première étape du sauvetage du SMTU. Mais si on n'avait pas eu la réaffectation de cette taxe, tout simplement, on était en cessation de paiement. La totalité de la TTE, c'est 520 millions par an. Donc là, il y a 90% qui vont aller au SMTU. Donc en année pleine, c'est de l'ordre de 470 millions. Dans l'urgence, les indépendantistes ont donc voté pour le projet, mais ont rappelé que cela n'est pas suffisant. On a soulevé aussi la volonté commune de pouvoir avoir un plan global de schéma de transport à l'échelle pays pour justement trouver des solutions ensemble concernant le transport terrestre, maritime et aérien à l'échelle de notre territoire et que nous ayons des solutions pérennes pour justement financer ces structures et nos outils. Le problème du SMTU est loin d'être réglé. Des réunions entre la province Sud et ses 2 délégataires, Karouya et Car Sud, doivent avoir lieu pour aboutir à des négociations. Pour rappel, le 14 février, le GIE Karouya avait lancé une grève des transports durant une dizaine de jours. La plus grande centrale photovoltaïque du territoire a été inaugurée ce jeudi à l'aéroport de la Tontouta, composée de 7590 panneaux photovoltaïques. La production annuelle de la ferme correspond à la consommation de 1000 foyers. Ce projet à 493 millions s'inscrit dans le cadre du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. On écoute Thierry Muller, le directeur général de Total Énergie Renouvelable. C'est un projet innovant parce qu'il apporte déjà sur le parking de l'aéroport un confort thermique, mais confort thermique qui va au-delà puisqu'on va mesurer les économies que ça fait faire sur les consommations des véhicules, puisque grâce à la protection thermique que vont apporter les ombrières, il y aura moins besoin de faire fonctionner la climatisation des voitures quand on partira, et tout ça générera des économies d'énergie. Ensuite,
ce sont des ombrières qui sont construites sur un aéroport. Donc il y a des contraintes qui doivent être respectées, celles de la Direction générale de l'aviation civile. Ça veut dire que les modules ont subi un traitement particulier sur leur surface pour limiter la réverbération et donc la gêne qui pourrait être amenée aux avions qui approchent de l'aéroport. Ensuite, cette centrale donc photovoltaïque ombrière est complétée par une centrale au sol qui est juste à côté. Elle a été construite avec des panneaux bifaciaux, donc des panneaux qui permettent de capter la réverbération, de capter donc les radiations directes du soleil et indirectes, donc tout ce qui est la réverbération du rayonnement solaire en fait sur le sol. Donc ce sont des modules bifaciaux, on capte directement et indirectement. Et c'est une ferme qui s'accompagne d'un financement participatif déjà en ligne via le site enerfip.fr et vous pouvez donc investir à partir de 1 193 francs jusqu'à 2,4 millions de francs CFP. Après 22 ans de service, la résidence des jeunes travailleurs tire sa révérence. Créée en 2000, la structure est destinée aux jeunes salariés âgés de 18 à 30 ans aux petits revenus. Situé dans le centre-ville de Nouméa, l'établissement d'accueil est en grande difficulté financière et devra fermer ses portes à la fin du mois. Un coup dur pour Malia et Serra. Elles font partie des dernières résidentes encore sur place. Audrey Pouedi les a rencontrées. Ici, c'est la salle commune. Là, on faisait la cuisine. Avant, il y avait la télé. Ouais. Depuis qu'ils ont annoncé la fermeture de la PEJ, on est plus souvent dans nos chambres qu'à la salle commune. On se croise apparemment. Ouais, avec la nouvelle aussi, l'enchaîne. Ouais. On s'est attachés aussi. Malia et Serra se sont connues à la résidence de jeunes travailleurs. Les deux jeunes femmes ont du mal à partir. Si elles ont choisi de venir ici, c'est pour être autonomes et trouver du travail. Avec la fermeture, Serra devra retourner chez sa famille. Une situation inconfortable pour la jeune femme. De base, je suis venue ici parce que j'y vais chez la belle famille de ma sœur. Et c'est comme je rentrais dans un milieu professionnel où je travaillais, je me disais qu'il fallait que je trouve un logement. J'étais que en période d'essai déjà de base. C'était bien la RJT parce que c'est par rapport au budget de la RJT, c'est plus près de tout. Malia, quant à elle, en est à sa 3e année à la résidence. Si aujourd'hui elle a trouvé du travail, elle a du mal à voir la suite. Aller chez la famille, c'est une option non envisageable pour la jeune femme. Ça m'a beaucoup aidé de venir rester ici. Moins de dépenses, autonome. Parce qu'avant, vous dire la vérité, en venant ici, c'était la galère. Mais là, c'est... Mais bon, après, le truc qui est bien, c'est que j'ai un travail. Mais pour tenir au travail, voilà, c'était bien ici parce c'est tout près. Puis j'embête personne. Puis là, il faut vite faire les démarches. J'ai laissé la nouvelle au mois de février, milieu février. T'es pas prête aussi. Je suis pas préparée à ça. À quelques jours de la fermeture, la priorité est de trouver des alternatives pour les jeunes. L'annonce de la fermeture a été un choc pour les résidents, mais aussi pour les animateurs chargés de les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc moi, la première question qui m'est posée, c'était mais tous ces jeunes qui sont ici à la résidence, qui ont pu trouver un rocher pour pouvoir s'asseoir, ou sur quelle structure maintenant ils peuvent être amenés, comment ils peuvent répondre aussi bien à la demande de la société qui veut avoir des travailleurs, amener le jeune à être bien dans sa insertion professionnelle. La résidence dispose de 21 chambres équipées. Située au centre-ville, les loyers étaient proposés aux alentours de 30 000 francs à une vingtaine de jeunes environ. Aujourd'hui, le déficit cumulé atteint 29 millions. La résidence des jeunes travailleurs a été créée il y a 22 ans. Dominique Lacroix-Allemand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice adjointe de l'APEJ, l'Association Protection Enfance et Jeunesse en difficulté, gestionnaire de cet établissement. Alors merci d'être avec nous ce soir. On l'entend dans ce reportage, il y a de l'inquiétude, de la peur. Vous comprenez que cette nouvelle soit effrayante pour ces jeunes filles qui ont fait de cette résidence finalement leur repère?
Oui. De toute façon, si cette résidence a été mise en place, c'est justement pour répondre à ce public qui a besoin d'avoir un accompagnement autour de leur projet de vie et leur projet professionnel. Et moi, j'ai l'impression de me retrouver 20 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes questions des jeunes. Et si la résidence avait été construite, c'est par rapport à ces questions qu'ils posent, de devoir retourner vivre dans la famille, avec toutes les questions. Ils parlent de questions financières, ils parlent de questions de transport. Et c'était justement autour de ces sujets-là, il y a 20 ans, qu'il avait été décidé de mettre en œuvre cette résidence. Alors, quel bilan tirez-vous de ces 22 années de service? Est-ce que les jeunes, justement, qui sont passés par la résidence ont trouvé leur voie? Alors, moi, il y aurait deux types de bilans que je tirerais. C'est que par rapport aux jeunes, pendant 20 ans, on a accueilli environ une trentaine de jeunes par an. Notre travail, c'était aussi de voir avec eux quel projet de vie ils avaient. Et leur projet de vie, s'il était vraiment pour s'ancrer sur l'insertion professionnelle, c'était de les accompagner dans cette direction avec des perspectives de logement, puisque c'est la grosse question pour toute une partie de la population. Là-dessus, je pense que, et c'est pas juste moi qui le dis ou la PEJ, c'est la reconnaissance de cette résidence d'une manière générale, elle est sur le fait que sur ce côté-là, la résidence était un dispositif efficace et qui a porté ses fruits pour les jeunes. L'autre bilan, par contre, c'est que depuis 20 ans, on galère sur les aspects financiers, budgétaires de cette résidence. Voilà. Alors justement, sur ces aspects financiers, quelle serait la somme finalement pour que la résidence puisse continuer de fonctionner? Alors, la résidence d'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus sur la question de voir comment cet objet-là, dans ce qu'il présente aujourd'hui, on pourrait le faire fonctionner. Je pense qu'il faut reprendre les choses dans ce domaine à zéro. Et on ne peut pas non plus construire les choses de la même façon entre une époque et une autre. Je pense que si la PEJ elle a duré 20 ans, c'est que l'association, au regard d'un certain nombre de choses, a aussi pris des risques pour faire vivre cette résidence. Et entre une époque et une autre, les risques ne peuvent pas être les mêmes. Et aujourd'hui, une résidence de jeunes travailleurs, s'il fallait revoir une résidence de jeunes travailleurs, je pense qu'il faut reprendre les choses à zéro. Une proposition a été formulée par la coordinatrice du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est-à-dire une subvention de 9,5 millions de francs. Finalement, ça ne suffit pas. Alors, le problème par rapport à cette résidence, c'est que ponctuellement, on a eu des subventions qui sont arrivées, puisque de fait, elle était sur un déficit structurel. Mais quand on fait de l'accompagnement des personnes, on ne peut pas faire les choses à courte vue. C'est-à-dire que 9 millions, ça palliait à une partie de quelque chose, mais la question de la fermeture de la résidence restait, puisque on n'a pas de perspective dans le temps financièrement. Est-ce que d'autres sources de financement auraient été possibles ou seraient possibles encore aujourd'hui? Par rapport à cette résidence-là, telle qu'elle est, elle ferme. Voilà. Après, s'il y avait un objet de repartir sur une résidence de jeunes travailleurs, je pense que sur le projet par rapport au public, il faut garder l'idée de ce type d'accompagnement sur cette forme-là. Par contre, il faut tout revoir la question de financement. Dominique Lacroix-Alban, directrice adjointe de l'APEJ, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci.
Aujourd'hui, une soixantaine d'auxiliaires de vie de l'association AVA, Accompagnement vers l'autonomie, étaient en grève. Le manque de dialogue social et le manque de considération de la direction pour leurs doléances étaient au cœur de la mobilisation. Selon l'organisation syndicale Soinc Santé, cette situation dure depuis 5 mois. Je vous propose d'écouter Leslie Fatoumaou, interrogée par Michel Pimbé. On est ici depuis ce matin 5 heures. Parce qu'on avait un entretien de prévu avec notre direction hier après-midi. Mais il s'est avéré qu'ils se sont donné le droit d'annuler cet entretien. Donc c'est pourquoi on est là avec notre syndicat Soins Santé. Par rapport au salaire, il faut savoir que par exemple en 10 ans, un auxiliaire de vie formé, il a été augmenté de 69 francs. Si on fait le calcul, c'est 6,9 francs par an en 10 ans. Et un auxiliaire de vie non formé, c'est 66 francs en l'espace de 10 ans. Donc voilà, on ne trouve pas ça normal, quoi. Et à chaque fois qu'on veut discuter de ça avec la direction, on nous répond que ça fait plus de 10 ans. Non, il faut que ça s'arrête en fait. Et nous poursuivons avec ces jeunes de l'association Handijob Nord de Poignimy en pleine activité menuiserie. Objectif, fabriquer 12 coffres de rangement pour la maison familiale et rurale. Pour l'occasion, une équipe du Sud est arrivée en renfort avec un moniteur spécialisé en ébénisterie. Un moment d'échange à la fois de savoir-faire et de bonne humeur. Cédric Tia. Ce matin, avec un temps nuageux et les quelques averses, n'ont pas empêché les moniteurs d'ateliers Sud et Nord, ainsi que les bénéficiaires de la structure d'Handijob de continuer le travail. Vincent, moniteur d'atelier Sud, spécialisé menuiserie, donne les dernières recommandations avant la fabrication en chaîne des 12 coffres. Votre but, ça va être de rattraper la couleur des planches, c'est-à-dire de décaper les planches. Ici, Jean, bénéficiaire d'Handijob Sud, a l'habitude de travailler avec ce genre de machine. Il donne quelques conseils aux bénéficiaires d'Handijob Nord, comme Chantal et Jérémy. Ça, faut penser ça. C'est comme ça. Après, il faut faire pareil. Après, dès que tu as fini, tu fais les contours. Là, là. On va mesurer 19, regarde, tu vas faire avec ça, nickel. Tu vas faire avec... Ils ont le sentiment de faire partie d'une entreprise qui fabrique quelque chose et qui le vend ensuite. Ils ont vraiment l'impression, du coup, ce que me disait un des jeunes tout à l'heure, que c'est comme s'ils travaillaient dans une entreprise. Comme ça, nous, les jeunes handicap, nous, on va pas rester chez nous. On va pas trop rester comme ça chez nous. Nous aussi, on va montrer aux personnes ce que nous, on peut faire avec notre handicap. Aujourd'hui et demain, les petits salariés d'Handijob vont faire tourner les ponceuses et les visseuses pour fournir aux écoliers de la MFR ces coffres de rangement qui sera utile pour leurs affaires scolaires au personnel. Plus accessible au public et plus spacieux, les associations pour la santé sexuelle et affective CP2S, Solidarité SIDA-NC et l'association Femmes et Violences sont désormais regroupées sous une même adresse. L'inauguration des nouveaux locaux s'est déroulée hier soir à la Moselle. On écoute Brigitte Lec, médecin au CP2S, au micro d'Océane Dacunha. Alors là, on est soulagés parce que les élus sont venus, on a coupé le ruban et maintenant, on a vraiment pignon sur rue. Voilà, on va continuer à travailler, mais au moins maintenant, les gens savent où on est. Dans la mesure où nous sommes complémentaires, s'il y a une problématique de violence conjugale qui se met à jour au cours d'une écoute qu'on peut avoir ici, on peut s'adresser à nos collègues qui ont le bureau d'à côté. Donc en effet, on mutualise nos distributions de préservatifs. On va pouvoir en effet apporter un meilleur service à la population qui vient nous voir.
Suite de votre feuilleton consacré à l'eau, l'approvisionnement en eau potable est un enjeu crucial et l'est encore plus dans les îles. Mais l'IFOU a une particularité, elle bénéficie de 2 réservoirs souterrains d'eau douce. De cette ressource en découle tout un acheminement jusqu'au robinet des habitants. Nous sommes allés à la rencontre du service en charge de ce secteur à la mairie, Faustine Lefranc. Christopher Siman, chef du service eau à la commune de Lifou, visite l'une des 35 stations de pompage actuellement en fonctionnement et réparties dans toute l'île. Chaque station puise directement dans la lentille d'eau douce souterraine. Au départ, c'est à partir de la station de pompage, donc on a un forage où à l'intérieur on a une pompe de forage qui est alimentée par une énergie électrique. À partir de là, on va pomper dans la nappe et on va renvoyer vers un réservoir de stockage. Donc entre l'adduction et le réservoir de stockage, on aura une unité de traitement par électrochloration qui va injecter à chaque fois du chlore pour rester dans les normes. Une équipe de 10 agents communaux gère au quotidien l'entretien du réseau. Raccordement, réparation des fuites, rénovation des conduites. L'exploitation des installations est quant à elle déléguée à une entreprise privée. Pour la mairie de Lifou, le coût des travaux réalisés l'an dernier pour l'adduction en eau potable représente un montant de 139 millions. Contre 75 millions de recettes liées à la facturation. La tarification ici, dans la commune, elle est très basse comparée à d'autres communes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La facturation elle a été mise en place pour payer également le service. C'est-à-dire le cheminement de l'eau à partir de la station de pompage jusqu'à chez l'abonné. Régulièrement, la population fait part de certaines inquiétudes quant à la qualité de l'eau. Par rapport à la couleur de l'eau, la plupart des demandes qui ont été faites pour vérification, c'est de l'eau plutôt blanche. Donc ça s'explique par des tuyaux qui sont en l'air libre, c'est-à-dire que ce n'est pas enterré. Donc le fait de poser le tuyau à le sol, avec le soleil qui va chauffer le tuyau, dès qu'on ouvre le robinet, en fait, c'est de la couleur blanche qui va ressortir. C'est quasiment pareil quand on fait bouillir dans un bouilloire. C'est le calcaire en fait qui remonte. Par rapport à le goût, je disais la dernière fois qu'on attendait en fait toujours des retours des abonnés pour que notre prestataire puisse ajuster vraiment le dosage au niveau du réservoir. Le dosage au réservoir il est à 0,5 g de chlore. Ce qui fait que dans les conduites, au bout de réseau, on a toujours entre 0,1 et 0,2. Pour le moment, on préconise de vérifier uniquement les analyses par rapport à tout ce qui est bactériaux et la conductivité. Par contre, sur les métaux lourds, on le fait vraiment là où il y a les déchetteries. Les résultats sont assez, on va dire, conformes. Sur la déchetterie de Pignip et au niveau du centre enfouissement technique. La gestion de la ressource eau est une compétence partagée entre la commune, la province des îles, la Nouvelle-Calédonie et l'État, ce qui n'est pas sans causer certaines difficultés dans les procédures de contrôle. Puis demain soir, nous irons à la rencontre d'Elia Djonou, diplômée en hydrogéologie et militant environnemental. Donc rendez-vous demain soir pour le dernier épisode de votre feuilleton. Et c'est ainsi que se termine cette page d'information. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite à rester avec nous à suivre Le Bonheur est dans l'assiette, puis 19h55, votre jeu Une famille en or. Belle soirée en notre compagnie.